Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Pierre Tessier et j'aurai le plaisir de vous accompagner ce soir tout au long de la séance d'information. Je précise d'entrée de jeu que je ne suis ni un employé de la ville ni un employé d'un arrondissement. Je suis un citoyen de Montréal, fier à part ça de l'être, à qui on a demandé d'animer cette séance d'information de ce soir. Et justement, le but de la séance d'information de ce soir, c'est de vous présenter la vision concernant le potentiel de reconversion de l'ancien hôpital de la Miséricorde, donc qui est situé, comme pour voir, la plupart d'entre vous le savez, sur le boulevard René-Lévesque, est entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. Et ces dernières années, la ville de Montréal, en collaboration avec plusieurs organismes, elle a réalisé des études et des analyses additionnelles à celles du ministère de la Santé et des Services sociaux quant aux opportunités de développement du site. Donc, la rencontre de ce soir, elle vous permettra d'en apprendre davantage, de prendre connaissance justement de la vision et des orientations qui sont proposées par la ville. Et en deuxième partie, le but de la rencontre, c'est évidemment de répondre à vos questions et vos commentaires. D'ailleurs, on a reçu déjà plusieurs questions qui vont faire l'objet du premier volet de la période de questions ce soir. Et je tiens à vous rappeler que s'il y avait des questions qui étaient un peu semblables, similaires, elles ont été regroupées. Donc, si je pose pas votre question dans les mots que vous l'avez posé, vous n'allez pas avoir deviné qu'on a fait une synthèse des questions qui étaient similaires là, pour éviter la répétition. Évidemment, en raison de la pandémie, vous aurez compris qu'on ne peut pas se réunir encore en présentiel. Ça va venir éventuellement, on l'espère, rapidement, mais pour le moment, la direction de la santé publique nous demande de tenir ces séances-là en mode virtuel, comme on le fait ce soir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner la présence avec nous ce soir de M. Robert Baudry, qui est le conseiller de ville district Saint-Jacques et membre du comité exécutif, responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation des grands parcs et du parc Jean-Drapeau. C'est long sur une carte d'affaires, ça, mesdames, messieurs. Et il est avec nous ce soir. Merci beaucoup, M. Baudry. Je le dis à toutes les fois, il y avait un long titre, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des grandes responsabilités et il faut le souligner. Et maintenant, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire des séances webinaires comme celle de ce soir, je vais vous rappeler quelques petites règles. Premièrement, on ne peut pas vous voir. Donc, quand vous allez pouvoir intervenir tout à l'heure, seulement votre micro pourra être activé. Donc, je vous demande d'ailleurs de garder votre micro fermé jusqu'au moment où vous allez pouvoir intervenir lors de la période de questions. Puis, je vous explique comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, vous allez voir, ça se fait assez simplement. Donc, vous pourrez aussi nous faire parvenir vos questions ce soir de façon écrite. Donc, si vous êtes peut-être un peu plus timide et que ça vous tente pas de prendre la parole verbalement, vous pourrez nous envoyer vos questions dans la petite icône que vous voyez en bas Q&A. Là, mais je vais tout vous expliquer ça un peu plus tard ce soir lorsque nous serons rendus là. Donc, voilà qui complète maintenant les informations concernant le fonctionnement de la soirée de ce soir. Le déroulement, vous allez voir, c'est très simple. Premièrement, après ma courte introduction, je vais laisser la parole à M. Robert Baudry qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue, qui va mettre la table, comme on dit, pour la présentation de ce soir. Et après son intervention, on va présenter justement les études sur le potentiel de reconversion de l'ancien hôpital de la Miséricorde, qui devrait durer à peu près une vingtaine de minutes. Et par la suite, on va enchaîner justement avec la période de questions et d'échanges, lors de laquelle vous pourrez intervenir, comme je l'ai dit, verbalement ou par écrit, selon vos préférences. Donc, évidemment, on va donner la chance à tout le monde de pouvoir intervenir, mais je vais tout vous expliquer comment ça va fonctionner à ce moment-là. Donc, la présentation de ce soir, elle sera effectuée en français. Lors de la période de questions, vous pourrez toutefois intervenir en anglais ou en français. The presentation tonight will be in French, but you'll be able to ask your question either in French or in English. Alors, voilà pour le déroulement. Sans plus tarder, je cède la parole justement à M. Robert Baudry, conseiller de ville, district de Saint-Jacques, membre du comité exécutif, responsable de l'habitation des grands parcs et du parc Jean-Drapeau. M. Baudry, la parole est à vous. Sans souffle, c'est parfait. Merci beaucoup, M. Tessier. C'est toujours un plaisir. Bonjour à tous et toutes. Je suis vraiment très, très, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Wow, une grande participation. On est près de 90 personnes connectées ce soir. Je pense que ça démontre toute la mesure et l'intérêt que les Montréalais, Montréalaises ont pour cet ensemble immobilier qui est l'ancien hôpital de la Miséricorde. Hein. Un bâtiment mythique dont l'inscription est vraiment ancrée dans le paysage montréalais, mais également avec une histoire et un héritage très, très, très important qui a survécu au fil des ans. Et je suis très fier aujourd'hui qu'on soit là, très fier parce que, personnellement, quand je me suis lancé comme conseiller du district de Saint-Jacques, dans lequel se trouve justement la Miséricorde, c'était un des engagements politiques que j'avais exprimé, que notre administration avait exprimé, de cette volonté de pouvoir requalifier.
Et ça ne venait pas de nulle part, ça venait d'une mobilisation et d'un travail acharné de plusieurs groupes du milieu communautaire. Donc, sans le leadership de ces groupes-là, de ce travail qui a été fait pendant près d'une dizaine d'années, on n'en serait pas là aujourd'hui, je pense. Ça vraiment, la communauté a vraiment l'idée cette démarche qu'on a, nous, en tant qu'administration, repris et intégré au sein des services de la Ville. Et on l'a fait avec un sérieux certain, où on a investi des ressources humaines, des ressources financières aussi, pour travailler à la planification à partir justement des prémices qui avaient été explorées par la communauté, une planification d'un projet mixte, d'un projet inclusif, un projet qui répond aux besoins de la communauté du centre-ville de Montréal, un projet qui va permettre de garder l'inscription de l'Hôpital de la Miséricorde dans le paysage montréalais. D'ailleurs, je tiens à remercier le gouvernement du Québec, qui est toujours propriétaire du bâtiment, d'être embarqué avec nous dans cette aventure-là. La SQI ainsi que le réseau, le ministère de la Santé, qui sont les propriétaires du bâtiment, avec qui on a pu travailler, qui nous ont ouvert les portes du bâtiment et avec qui on va travailler aussi sur cette planification-là future du bâtiment. Et le mot planification, je pense, ce soir est très important à souligner parce qu'on vient démontrer que bien que ce soit un bâtiment qui demande des investissements importants, on vient démontrer par la présentation qu'on vient faire ce soir que si on planifie bien les choses, on réussit à faire des projets qui se tiennent, des projets mixtes malgré les besoins d'investissement qui sont présents. On le sait, c'est un bâtiment qui a besoin d'amour et besoin d'investissement. Cette planification-là, on l'a pour la Miséricorde, mais on l'a pour tout le quartier. On n'a qu'à penser à la planification qu'on a faite pour Molson, mais également le grand PPU des Faubourgs qui sera annoncé très, très bientôt, qui nous permettra vraiment de planifier ce quartier qui est en mutation, qui est en développement. Donc, je vais remercier les équipes qui ont travaillé au dossier. Je vais maintenant leur céder la parole et j'ai très hâte d'entendre vos commentaires et de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, M. Baudry. J'ai hâte, moi aussi, d'entendre les commentaires, les questions. On en a déjà reçu d'ailleurs une bonne quinzaine ce soir, là, et je vais me faire le porte-parole tout à l'heure pour les partager. Donc, on est maintenant rendu à la présentation qui sera effectuée par M. Louis Dimala, qui est contrôleur de projet, Bureau des projets stratégiques et prioritaires. Messieurs, je souhaite la parole, je cède plutôt la parole à M. Dimala. M. Dimala. Merci, M. Tessier. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir là, de présenter le fruit du travail qu'on a fait au niveau de l'équipe du Bureau des projets stratégiques et prioritaires. On a passé en tout et partout là, presque 2 ans à analyser, à étudier l'hôpital, l'ancien hôpital de la Miséricorde et à développer finalement là, la vision de reconversion qu'on vous présente ce soir. Donc, comme l'a mentionné M. Baudry, c'est un projet qui va se faire en collaboration avec le ministère de la Santé qui est propriétaire du site. Mais on a travaillé très fort, on a alloué beaucoup de ressources à cette planification stratégique-là. Donc, au niveau de la présentation de ce soir, premièrement, on va faire un historique du projet, donc un peu la genèse là, de comment c'est parti, également de l'historique du site également en tant que tel. On va également aborder l'état actuel du site au niveau tant de l'état de la vétusté du site et de l'état des bâtiments qu'au niveau de la valeur patrimoniale également du site et des bâtiments. On va parler de concertation et de consultation. M. Baudry en a glissé un mot. Là, il y a certains groupes communautaires qui sont à l'origine d'un projet là-dessus. Donc, on va aborder cet aspect-là. Et ensuite, le cœur de la présentation, ça va être bien sûr la vision de reconversion que la Ville favorise pour ce site-là. Donc, au niveau de l'historique, l'implication de la Ville commence là, en 2018 lorsque il y a l'offre du ministère de la Santé qui est propriétaire du site, qui offre le bâtiment à la Ville de Montréal pour l'acquisition sans contrepartie financière. À partir de ce moment-là, vu l'importance stratégique de ce site-là, la Ville de Montréal va mettre sur pied une équipe qui est exclusivement dédiée à ce projet-là et on va réaliser une
multitude d'études et d'analyses additionnelles à celles qui avaient été réalisées par le ministère de la Santé. On va, par exemple, réaliser des études de matériaux préoccupants. On va embaucher un économiste de la construction également, des études structurales de contamination des sols, des analyses financières, une étude géotechnique et également une étude de potentiel d'attractivité commerciale, en plus de mettre à contribution là, presque l'ensemble des services de la ville à l'interne. Donc, vous voyez qu'on a déployé beaucoup de moyens et que la vision qu'on vous présente ce soir là, est le fruit de toutes ces analyses et études qu'on a finalement développées en vision. Et en 2019 et en 2020, ben c'est ça, on a fait réaliser les études. Et l'étude là, qui est clé un peu, là, on pourrait dire, c'est vraiment l'étude sur le potentiel de reconversion et sur les types d'occupations les plus propices. Et également, on va aborder là, les discussions avec le milieu. Un peu un retour sur l'historique du site parce que on peut pas, c'est un incontournable d'aborder un peu la valeur historique de ce site-là, puis un peu la chronologie. Donc, c'est un site qui s'est développé sur une centaine d'années à peu près, à partir du milieu du 19e siècle. La construction s'est faite en plusieurs étapes. À l'origine, c'était un vaste couvent et complexe hospitalier qui était un des plus importants établissements à avoir accueilli les mères célibataires et également les enfants abandonnés. Dans les années 70, dans la foulée de la laïcisation des services de santé au Québec, le site a été converti en CHSLD, le CHSLD Jacques-Vigée, jusqu'au milieu des années 2000, où là, il a commencé le ministère a commencé à relocaliser graduellement les activités du CHSLD jusqu'à une évacuation soudaine en 2013. On va en discuter un peu plus loin dans la présentation. C'est une évacuation qui a été causée par une instabilité structurale qui est un enjeu assez important au niveau de la sécurité du bâtiment. En 2017, le ministère de la Santé a classé, a déclaré excédentaire le bâtiment et en 2018 l'a offert à la ville. Et en 2018 également, suite à des discussions avec le milieu, notamment avec le quadrilatère de la miséricorde, qui est un OBNL qui regroupe plusieurs organismes, ben la mairesse a donné son appui à ce projet-là. Donc, au niveau de l'état actuel du site, vous voyez un plan du site en hauteur en ce moment. Vous pouvez repérer là, en bas de l'écran le boulevard René-Lévesque. À droite, là, qui est à l'ouest, ben, c'est la rue Saint-Hubert. En haut, qui est au sud, ben, c'est de la Gauchetière et à l'ouest, c'est la rue Saint-André. La superficie est très vaste. Là. Si on totalise tous les niveaux, on parle de 33 000 mètres carrés. Et on pourrait distinguer là, deux parties distinctes dans l'ensemble immobilier. On peut distinguer les pavillons A, D, E et F qui ont été construits au 19e siècle. Et également, inversement, on peut distinguer les pavillons A1, C et B qui ont été construits au 20e siècle et qui sont plus d'architecture contemporaine. Donc, ils ont une structure en béton, ils sont en meilleur état, mais on pourrait dire que la valeur patrimoniale est moins élevée de ces bâtiments-là. Inversement, pour ce qui est des bâtiments A, D, E et F, ben là, on a un degré d'authenticité qui est généralement plus élevé et qui finalement témoigne de l'importance de la communauté des Sœurs de la Miséricorde et qui a une valeur symbolique accrue. Également, un élément important, là, je vais peut-être revenir, là, dans le pavillon E, qui a été construit en plusieurs étapes là, de 1859 jusqu'à 1897, vous avez l'image de la chapelle ici que vous pouvez regarder là, à gauche de l'écran.
c'est la pièce maîtresse au niveau patrimonial de l'ensemble immobilier. Elle a été conçue par l'architecte Victor Bourgeot, qui est à l'origine de plusieurs monuments, églises, cathédrales, basiliques, notamment Marie-Reine du Monde, plusieurs couvents et monastères, plusieurs ouvrages religieux au Québec. Par contre, il faut mentionner que la chapelle, en ce moment, présente une instabilité structurale et devra faire preuve là, de travaux majeurs et également mentionner qu'elle est située dans l'aile E. Actuellement, le terrain est clôturé et ceux qui vivent autour, là, vous avez sûrement remarqué qu'à l'occasion, il est squatté. Il y a des entrées par effraction à certains moments dans le bâtiment et ça pose certains enjeux de sécurité. Et également, vous pourrez remarquer là, la présence du stationnement. Vous le voyez en bas de l'écran sur l'image en bas à droite. Présence du stationnement sur René Lévesque qui offre un bon potentiel de développement. On va vous le présenter dans la vision. Au niveau du patrimoine, le bâtiment est situé dans un secteur significatif à critères et est classé immeuble significatif par la Ville de Montréal. Par contre, il n'est pas cité ni classé selon la loi sur le patrimoine. Bien sûr, là, la chapelle et les pavillons les plus anciens là, présentent un intérêt architectural et patrimonial assez important et témoignent de l'importance de la communauté des Sœurs de la Miséricorde. C'est également un témoignage de la contribution aux avancées scientifiques à l'époque où l'obstétrique et la pédiatrie n'étaient pas très développés. Les seuls soins médicaux là, dans ces domaines-là étaient donnés par les Sœurs de la Miséricorde à Montréal et il y a eu des avancées scientifiques assez importantes sur ce site-là. Mais par contre, il faut mentionner au niveau des vieux bâtiments, là, les plus anciens A, D, E et F, qu'à l'intérieur, ils ont été très altérés au fil du temps et très modifiés, de sorte que parfois, c'est venu endommager, même délabrer le caractère patrimonial de l'intérieur du bâtiment. Par contre, il y a certains éléments comme les escaliers, les boiseries, certains mobiliers qui conservent une certaine authenticité. Au niveau de l'état du bâtiment global, il y a un déficit d'entretien qui est très, très important et il y a une instabilité structurale, particulièrement dans le pavillon F. Le pavillon F qui est collé là, sur la rue Saint-André, c'est lui qui avait précipité l'évacuation du bâtiment en 2013. Également, il y a une instabilité au niveau des fondations et les bâtiments, l'enveloppe des bâtiments est vétuste. Il y a des infiltrations d'eau dans la toiture également. Donc, c'est assez... le déficit d'entretien est assez important. Il y a une grande détérioration des murs de fondation. Au niveau de la conception aussi, de la structure, c'était pas très optimal à l'époque. Les systèmes électromécaniques, là, dans le cadre d'une reconversion, vont être à changer complètement, vont être à changer, à renouveler complètement. Également, depuis 2013, étant donné que le bâtiment est inoccupé, là, il y a eu une détérioration supplémentaire des équipements, causée notamment par du vandalisme, mais également par l'inoccupation du bâtiment. Donc, vous voyez qu'il y a un déficit et des coûts qui sont impliqués là, par la remise à neuf à niveau du bâtiment. Donc, maintenant, au niveau de la concertation, une fois qu'on a pris connaissance de l'état du bâtiment et du site, là, avec toutes nos études et nos analyses, on a également en parallèle procédé à une concertation, une consultation, et on a depuis quand même un certain temps que la Ville échange avec certains partenaires de la communauté depuis 2012. Mais en 2019, il y a un OBNL de développement qui a été fondé, qui s'appelle le Quadrilatère de la Miséricorde
Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer les membres du quadrilatère de la miséricorde qui sont ici ce soir. Vous les voyez ici à l'écran, les membres du quadrilatère de la miséricorde, la Maison du Père, pour les personnes qui sont à risque d'itinérance, la coopérative d'habitation Testant pour les logements familles, le Musée de la miséricorde, les logements utiles pour les logements étudiants abordables et également les ateliers créatifs de Montréal pour les ateliers d'artistes. Vous voyez également la liste de partenaires qui gravitent autour du quadrilatère de la miséricorde et qui supportent là, finalement le projet qui a été mis de l'avant depuis un certain temps par le quadrilatère de la miséricorde. Donc maintenant, on vous présente la vision de reconversion qui est mise de l'avant par la Ville de Montréal. Et je veux vous dire là, tout de suite que c'est une vision qui est fortement inspirée de celle qui est mise de l'avant par le quadrilatère de la miséricorde. Donc, ceux qui sont membres de cette OBNL-là, vous allez quand même vous reconnaître dans les orientations qu'on vous présente en ce moment. Donc, comme vous pouvez le voir, là, vous voyez une image un peu de la reconversion que la ville propose finalement. Elle comporte environ 90 logements sociaux, 130 ateliers d'artistes que vous voyez en couleur magenta, 60 studios de la Maison du Père qui donnent sur la rue Saint-Hubert, 80 logements étudiants abordables que vous voyez en turquoise ici sur la photo. Également, dans la chapelle, la Ville propose un espace communautaire et culturel qui demeure à déterminer, mais on propose quand même un certain hommage à l'histoire des Sœurs de la Miséricorde et à l'histoire du site globalement, et également une réhabilitation là, de la chapelle. Vous voyez un nouvel élément sur le site. C'est une tour à haute densité qu'on propose qui comporte là, 17 étages et il y a deux fonctions là, dans cette tour-là. Donc, la première fonction, c'est des bureaux dans le basilaire de la tour et ensuite, on propose 90 logements privés. Également, il faut le mentionner, j'en ai parlé précédemment, de l'instabilité structurelle du bâtiment F. La démolition est inévitable de ce bâtiment-là, mais ce que la Ville propose, c'est une reconstruction intègre du bâtiment F dans le même volume et selon les mêmes composantes architecturales, donc en respectant le patrimoine actuel existant du site. Également, ce qu'on propose, vous le voyez dans l'image de gauche, on propose une certaine démolition, une démolition partielle du bâtiment C qui va venir créer une ouverture des cours intérieures pour faciliter la gestion des interfaces. Je vais en parler un peu plus à la prochaine diapositive. On a beaucoup d'occupations sur ce site-là et les accès et les interfaces, la cohabitation finalement est très importante. Et également, pour faire place à la tour, la nouvelle densification, ben, on a eu à démolir aussi, là, à proposer la démolition du pavillon A1, un petit bâtiment qui n'a pas vraiment de valeur patrimoniale et qui peut laisser place là, à une bonne densification. Donc, au niveau de la vision de reconversion, au niveau un peu plus du site à l'extérieur, ce qu'on propose, ben, vous le voyez, il y a deux stationnements sur le site. Donc, le stationnement sur l'image de gauche qui donne sur la gauchetière, ben, la vision propose la création d'un parc communautaire, donc un parc public qui serait accessible à l'ensemble du voisinage. Et également, on propose dans l'autre stationnement que vous voyez sur l'image de droite, des stationnements souterrains, donc en parallèle de l'excavation qui va avoir lieu pour construire la tour, ben, en profiter pour aménager des stationnements souterrains qui permettront là,
aux occupants de la tour d'avoir une voiture, de stationner leur voiture dans le stationnement souterrain. À noter aussi que, comme je l'ai mentionné, nous autres, on pense que cet aménagement-là permet une bonne mixité des usages. Il y a plusieurs usages là-dessus, sur ce site-là, et une bonne cohabitation et une bonne gestion des interfaces. Donc, ce qu'on vous présente là, c'est un plan d'accès presque du site et pour faciliter finalement là, la cohabitation et la compatibilité des usages. Donc, au niveau du projet, la raison pour laquelle ce projet-là, cette vision-là a été adoptée, c'est que c'est un bon équilibre entre la conservation du patrimoine bâti, la préservation également d'une vocation sociale sur le site et également le poids financier de l'opération immobilière, étant donné le développement possible là, de la tour sur René Lévesque-Est qui permet de rentabiliser le projet, on pense que ça va permettre de bien viabiliser le projet et de fournir là, des revenus adéquats pour finalement conserver la vocation sociale du site. Et également, je l'ai mentionné, mais les fonctions et les clientèles là, sont bien ségrégées sur le site et le site offre une bonne compatibilité pour la diversité des occupations. Donc, comment ça va s'opérationnaliser tout ça et les prochaines étapes finalement, là, comme M. Baudry vous l'a mentionné, le site est toujours propriété du ministère de la Santé. On vous l'a mentionné, il a été offert à la Ville de Montréal pour l'acquisition. Par contre, la Ville de Montréal a déterminé qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour combler le déficit d'entretien et également pour reconvertir l'ensemble du site. Donc, ce qu'on propose et ce qu'on a initié avec le gouvernement du Québec et notamment là, tous les partenaires que vous voyez ici, le ministère de la Santé, le CIUS qui opère le site, la Société québécoise des infrastructures, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est également impliqué dans la démarche, le ministère de la Culture et des Communications. On va tous élaborer ensemble un appel à manifestation d'intérêt pour la reconversion du site. Donc, la démarche est déjà initiée. Entre-temps, le CIUS et le ministère de la Santé vont demeurer propriétaires des immeubles jusqu'à ce qu'un partenaire ou un développeur en fasse l'acquisition. Et pendant ce temps-là, avec le comité, on va mettre des critères en place qui vont permettre de sélectionner les projets qui vont correspondre le mieux à la vision qu'on vous présente en ce moment. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt va permettre aux développeurs de soumettre des projets. Ce sera le projet qui va le mieux correspondre à ces critères-là, à la vision qu'on vous a présentée ce soir, qui sera sélectionné. Donc, c'est un peu ça, la façon que finalement, là, le projet va se mettre en œuvre et va s'exécuter dans les prochaines années. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vais céder la parole à M. Tessier pour la période de questions. Parfait. Merci, M. Dumala, pour ce cours d'histoire, aussi cette vision que vous nous avez présentée de façon éloquente. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. Et comme on dit, la parole est à vous. Il y a M. Guy Laroche, qui est directeur du Bureau des projets stratégiques et prioritaires, qui va peut-être se joindre, selon la nature des questions, à M. Baudry et M. Dumala pour la période de questions. Évidemment, on va faire de leur mieux, ils vont faire de leur mieux pour vous donner des réponses les plus complètes. Et avant de commencer, j'aimerais peut-être rappeler certaines règles, justement, qui sont inhérentes au bon déroulement de cette partie de la rencontre. Premièrement, c'est important de respecter les opinions des autres. Hein. On vous demande de limiter idéalement votre question, votre intervention à une question et une sous-question. L'idée étant de permettre à tout le monde de pouvoir intervenir et d'assurer un bon rythme, une bonne dynamique dans cette période-là. Mais rien ne va vous empêcher de revenir pour une deuxième fois si vous le voulez, mais on aimerait vraiment garder ça le plus court possible pour les interventions. Question de permettre à tout le monde d'intervenir.
Les questions et les commentaires qui ne respectent pas le décorum ou qui contiennent des propos déplacés, vous comprendrez qu'ils ne sont pas répondus. On vous demande évidemment de demeurer respectueux, ce qui, je pense, va être le cas. Et je vous rappelle que la période de questions de ce soir, elle porte uniquement sur la vision concernant le potentiel de reconversion de l'ancien hôpital de la Miséricorde. Comme j'ai dit tantôt, on va commencer par les questions qu'on a reçues par écrit. On va ensuite passer aux questions de façon verbale et ensuite les questions par écrit. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont rentrées dans le Q&A. Merci beaucoup. Si on ne répond pas tout de suite, faites-vous-en pas. On va y répondre plus tard pendant la soirée, mais les questions vont s'accumuler comme ça, mais faites-vous-en pas. Si la question n'a pas été déjà posée dans les périodes de questions, on va y répondre, c'est certain. Mais évidemment, si la question a déjà été posée, vous allez comprendre qu'on va devoir l'ignorer parce qu'une réponse aura déjà été donnée. Donc, pour poser une question, en fait, avant que je dise des questions, c'est pas très compliqué. Vous voyez, il y a une petite main en bas là, de votre écran au centre, petite main jaune. Vous cliquez là-dessus et ça va me dire que vous voulez intervenir. Donc, moi, je vais activer le côté participant et je vais voir que, par exemple, une personne a levé la main pour poser une question. Et à ce moment-là, je vais nommer son nom et je vais demander à cette personne-là d'activer son micro. Et vous pourrez intervenir, puis ensuite, vous baissez votre main, vous fermez votre micro et on continue la présentation comme normalement. Donc, voilà pour le volet pour poser une question de façon verbale. Et pour poser une question de façon écrite, il y en a à peu près 7 maintenant qui ont déjà compris comment ça fonctionnait. Vous allez dans la section Q&A ou Question and Answer si votre ordinateur est configuré en anglais ou Q&R pour questions et réponses. Et vous écrivez votre question, Et si encore une fois, la question n'a pas été déjà posée, je me ferai votre porte-parole et je poserai la question à la bonne personne. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les questions qu'on a reçues lors de l'inscription. Elles ont été nombreuses, à peu près une quinzaine de questions. Évidemment, il y en avait certaines qui se regroupaient, donc on les a regroupées ensemble pour éviter la répétition. Donc on commence tout de suite avec la première question. Alors, est-ce que le nouveau projet mettra en mémoire toutes les femmes qui ont été forcées par les Sœurs de la Miséricorde à donner leur enfant à l'adoption? Question évidemment très sensible là, qui est en lien avec l'historique de ce bâtiment-là. Et j'adressais cette question-là peut-être à M. Dimala, qui va y donner seulement une réponse. M. Dimala, vous avez compris ma question? Oui, j'ai compris la question. Merci, merci M. Tessier. Donc, effectivement, comme on l'a mentionné dans le mécanisme, dans le processus qui s'en vient, tous les partenaires et développeurs intéressés à développer un projet sur le site sera libre de le faire tant que ça respecte finalement les critères qui vont être préétablis là, au niveau de la démarche qui sera effectuée avec le ministère de la Santé et tous les autres partenaires dont j'ai parlé. On vous a présenté la concertation et la consultation et on a discuté beaucoup avec le quadrilatère de la Miséricorde qui est et au sein du quadrilatère de la Miséricorde, il y a le Musée de la Miséricorde qui vise à rendre hommage, finalement, honorer la mémoire non seulement des Sœurs de la Miséricorde, mais également des filles mères et des enfants qui sont nés sur le site. Donc, le Musée de la Miséricorde là, aura toute la liberté de soumettre le projet et de s'associer avec des partenaires pour faire partie de ce projet-là et de la reconversion du site. Parfait. Écoutez, d'ailleurs, tout côté du patrimoine immatériel, c'est quelque chose qui revient souvent, vous allez le voir ce soir. Deuxième question pour vous, M. Dimala, je vous garde avec moi. Est-ce que le nouveau projet aura un plan pour permettre le développement de projets abordables à perpétuité et qui ne dépendent pas d'Accès Logis? Oui, effectivement. Là. Donc, au-delà des logements abordables, vous le savez, là, c'est une grande partie du site, les logements sociaux. Il y en a 90, autour de 90 sur le site. Il y a des ateliers d'artistes, il y a également des studios de la Maison du Père, il y a des logements étudiants. Donc, en tout et partout, là, il y a environ presque 250, là, on pourrait dire, logements qui ne cadrent pas finalement dans le programme Accès Logis. Donc oui, effectivement, il y aura de la place pour ce type d'occupation-là. Je garde avec moi pour la troisième également. Est-ce une séance d'information ou une séance de consultation? Ça fait 4 ans que j'habite en face de ce bâtiment et on ne m'a jamais consulté. Donc, l'exercice de ce soir, on l'a bien indiqué dans le titre, c'est vraiment une séance d'information
Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de consultation et de concertation en amont. Comme on l'a présenté ce soir, on a eu plusieurs échanges avec la communauté, avec des organismes communautaires. On a fait ça en amont et le processus dans lequel on est impliqué en ce moment avec le gouvernement du Québec et nos partenaires va permettre une consultation dans le choix des critères. Donc, il y aura des activités de consultation, notamment via l'Office de consultation du patrimoine, l'Office de consultation publique, pardon, le Conseil du patrimoine également et le Comité Jacques Vigée pour la suite du projet. Parfait, je vous garde avec moi pour la prochaine également. Est-ce que ce sera un terrain qui sera transféré au secteur privé? Peut-on plutôt le transférer, si c'est le cas évidemment, et peut-on plutôt le transférer au secteur de l'économie solidaire? Donc, pour répondre à cette question-là, tant le secteur de l'économie solidaire que le secteur privé auront la liberté de soumettre un projet dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Par contre, comme vous le voyez en ce moment, là, dans la vision qu'on vous a présentée, la vocation des bâtiments est essentiellement sociale. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des organismes et des parties prenantes de l'économie sociale qui déposent des projets et qui puissent s'associer également à peut-être des partenaires privés. Donc, on vise là vraiment un projet qui est mixte et une cohabitation au sein du site. Parfait. Une autre question pour vous, de Populaire. Le Comité de logement Ville-Marie accompagne un groupe de citoyens et citoyennes ayant fondé la coopérative d'habitation Testant, qui vise ce site et a identifié comme priorité la construction de grands logements pour familles dans ce projet. Il y a eu plusieurs représentations par les membres fondateurs de la coopérative, dont dans le cadre du PPU des Faubourgs. Et la coopérative est membre de l'OSBL Quadrilatère Quartier Latin. Pouvez-vous nous confirmer la présence de ce projet sur le site lors de sa reconversion? Écoutez, nous, on peut pas, en toute franchise, on peut pas confirmer la présence de quoi que ce soit. Et ce qu'on vous présente ce soir, là, il faut quand même garder à l'esprit que le bâtiment et le site appartiennent au ministère de la Santé et qu'on est impliqué dans une démarche de reconversion. Donc, vous allez voir que les critères qui vont être mis en place dans le cadre de la mise en marché de ce site-là sont alignés sur la vision qu'on vous présente ce soir. Mais ce qu'on peut dire également, là, c'est que la coopérative d'habitation Testant, c'est un membre de l'OBNL, là, du quadrilatère de la miséricorde. Donc, ces intérêts-là sont quand même, étant donné que la Ville s'est inspirée du projet du quadrilatère de la miséricorde pour finalement ficeler sa vision, on peut quand même dire que la coopérative là, est quand même avantagée par la vision de la Ville par rapport à la reconversion du site. Parfait. Autre question maintenant concernant le REM. En quoi l'arrivée du REM et la station Label va modifier les plans? Il y aura un impact là-dessus. Écoutez, au niveau du REM, bien sûr que les études qu'on a réalisées, c'était pré-REM. C'était avant qu'il y ait même l'idée de réaliser un REM de l'Est. Maintenant, on n'a pas d'informations très précises quant au parcours du REM et à l'impact que le REM pourrait avoir sur le site. Ce qui est clair, c'est qu'il va peut-être falloir modifier certains paramètres si le REM vient impacter le site, mais en ce moment, on n'a pas d'informations à cet effet-là. Parfait. Je tiens à rappeler aux gens qui nous envoient des questions, là, je ne vous oublie pas, il y a des gens également qui ont la main levée, 3 personnes. On va d'abord finaliser les 15 questions qu'on a reçues lors de l'inscription, puis ensuite, on va enchaîner avec les autres questions. Puis je vous rappelle que si des questions ont déjà été posées, on ne reviendra pas pour éviter la répétition. Donc, septième question, j'habite sur la rue de la Gauchetière, directement derrière l'ancien hôpital, en face du stationnement. Je suis heureux de connaître vos propositions pour cet espace. Restera-t-il un stationnement ou deviendra-t-il une cour intérieure et sera-t-il renfermé ou clôturé? C'est du malheur.
Oui, donc, comme on vous l'a présenté dans la vision, ben, le stationnement sur la rue La Gauchetière, là, et puis juste peut-être revenir sur l'histoire du site, là, dans l'histoire, le site, là, l'objectif, c'était de cloisonner pas mal les mères célibataires et de garder ça finalement là, à l'abri de la vue du voisinage. Ben, dans la vision de la ville de Montréal, ce qu'on favorise, c'est vraiment d'ouvrir finalement le stationnement et de le verdir. Donc, c'est un verdissement et de le convertir en parc public. Accessible, évidemment. Est-ce qu'une phase d'occupation... Oh, pardon, j'ai soulevé une question. Est-ce qu'un projet de centre de la petite enfance sera intégré au projet? Ça ne fait pas partie de la vision que la Ville de Montréal a adoptée. Par contre, c'est clair qu'on est ouvert, dans le cadre de la démarche de l'appel à manifestation, à toute bonification ou modification qui pourrait être positive sur le site. Donc, bien sûr qu'on vise là, à avoir des critères qui sont larges et qui peuvent inclure des services qui pourraient être assez intéressants pour la communauté. Donc, on ne sera jamais fermé à la présence d'un CPE ou d'autres services qui pourraient être intéressants sur le site. Parfait. Autre question pour vous, M. Dimala. Est-ce qu'une phase d'occupation transitoire est envisagée dans le phasage du développement du projet? Oui. Au niveau de l'occupation transitoire, là, je rappelle aussi, là, je le répète souvent, mais le bâtiment n'appartient pas à la Ville de Montréal. Donc, dans le cadre de la reconversion du bâtiment, il va falloir bien sûr que le ministère de la Santé, qui est propriétaire, soit d'accord, autorise la présence d'une occupation transitoire. Et il faut se souvenir aussi que le bâtiment avait été évacué en 2013 pour des enjeux de sécurité. Donc, il va falloir régler également ces enjeux de sécurité-là avant qu'il y ait d'autres occupants qui puissent intégrer les lieux. C'est pas impossible, mais ça va prendre certaines ressources, certains moyens afin d'avoir une occupation qui est transitoire, qui est sécuritaire. Question maintenant concernant le patrimoine naturel. Que comptez-vous faire avec les 2 gigantesques et magnifiques épinettes bleues sur la façade ouest, et le commentaire, on dit en fait, on doit les conserver. Oui, ben, ce qui est clair, c'est que l'objectif, c'est de préserver le plus possible le site. Hein. C'est vraiment ça, puis vous le voyez dans la vision qu'on présente, de préserver le plus le site. Par contre, là, dans les études qu'on a réalisées, les analyses et la vision qu'on a développée, on n'est pas arrivé à un niveau de détail tel qu'on s'est prononcé sur la présence d'arbres ou non. Ce qu'on peut vous dire à ce niveau-là, par contre, c'est que dans le cadre de la reconversion du site d'un projet, il va y avoir des autorisations qui vont devoir être décernées là, par l'arrondissement et s'il y a relocalisation ou la coupe d'arbres, ben, ça va devoir être autorisé par la réglementation de l'arrondissement et ça va devoir être vu là, par les comités appropriés. Donc, il y a ça un peu qui protège là, l'intégrité, on pourrait dire, paysagère du site. Parfait. Question, il a déjà répondu, mais on va leur reposer la question. Peut-être que ça l'a échappé à la personne. À qui appartient cet édifice à l'heure actuelle? Oui, bon, donc l'édifice appartient au ministère de la Santé actuellement. Question maintenant encore pour vous, M. Dimala. La mission de l'ancien hôpital de la Miséricorde était orientée vers les services aux filles mères et leurs pauvres et leurs enfants pauvres. C'était le seul motif d'ailleurs des religieuses qui y sont inscrites au cours de toute l'existence de leur mission. Est-ce que le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pourraient assurer la pérennité et la continuité de la mission originale et décider d'inscrire ce projet spécifiquement à vocation sociale dont les véritables bénéficiaires de ces lieux seraient les plus pauvres des plus pauvres de Montréal, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes sans abri? Oui, ça tombe bien effectivement là, parce que vous le voyez, la majorité du projet est à vocation sociale.
il y a des logements abordables, mais la présence là, qui est très importante dans la vision de la ville de la Maison du Père qui offre des services aux anciens itinérants. La Maison du Père qui est située, soit dit en passant, ces bâtiments existants sont situés juste en face sur la rue Saint-Hubert. Donc, ça crée une belle synergie. Ils ont besoin d'espace supplémentaires. Donc, la vision propose la présence de 60 studios supplémentaires pour la Maison du Père pour offrir des services à des gens, à des personnes qui sont à risque d'itinérance. Parfait, merci. Question en anglais maintenant. Can this site be used at least in part for social housing with priority being given to homeless people and those at risk of being homeless? Venez un peu d'y répondre et si vous pouvez peut-être les donner un peu en anglais, si vous êtes à l'aise. Une réponse en anglais. Oui, bien sûr. In Ville de Montréal, we developed the vision that we showed you tonight, that we presented you tonight. So in this vision, we would like to realize social housing, artist spaces for artists, also housing for homeless people. So there's a lot of spaces in the project, in the vision that was developed by the City of Montreal for the social vocation and for homeless people and for poor people too. Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, là, en fait, la question c'était est-ce qu'on va faire une place vraiment pour les sans-abri dans ce projet-là? Et la réponse est effectivement, donc c'est un projet à vocation sociale avec une vision très sociale. Donc, effectivement, on va tenir compte à la fois des sans-abri, pour le logement social, pour les artistes également. Donc, deux questions maintenant avant de passer aux questions verbalement. Plutôt que de mettre en place encore plus de services pour les personnes en situation d'itinérance, est-il possible de mettre en place une maison pour aînés? Notre clientèle. Monsieur Dimala. Là-dessus, on pourrait dire que on est en collaboration avec le ministère de la Santé qui finalement est finalement là, le porteur là, pour les aînés et l'habitation des aînés, les CHSLD finalement, et les maisons des aînés également. Donc, si le besoin se faisait sentir, là, c'est vraiment eux les porteurs là, de ces besoins-là. Si le besoin se faisait sentir au niveau du projet, puis s'il y avait un bon potentiel d'implantation pour des aînés sur le site, bien sûr qu'on compte sur le ministère de la Santé pour l'indiquer et le faire savoir au sein de la démarche actuellement qui est entamée. Parfait. Dernière question maintenant dans les questions qu'on a reçues à l'avance. Ensuite, on passe aux questions verbales. Puis ensuite, je vais passer aux questions qu'on a reçues dans le module Q&A ou QR. Donc, dernière question, c'est un pan de l'histoire et du patrimoine de la société québécoise se trouve dans ces lieux, effectivement. Pourquoi ne pas en préserver une partie pour en faire un musée de l'œuvre des Sœurs de la Miséricorde, mais en y intégrant aussi l'histoire de la monoparentalité? Ben, effectivement, puis comme vous le voyez dans la vision qu'on a présentée, la chapelle serait le lieu privilégié pour que le Musée de la Miséricorde, qui est membre du quadrilatère de la Miséricorde, puisse proposer un projet qui honore la mémoire, l'histoire du site, la mémoire des mères célibataires et des enfants, les dizaines de milliers d'enfants qui sont devenus orphelins, là, qui sont nés sur ce site-là. Donc, nous autres, on pense que l'espace de la chapelle là, est le lieu là, privilégié pour cette vocation-là. Merci, M. Dimala. On enchaîne maintenant avec les questions de façon verbale. Je vois que M. Éric Michaud a levé la main. M. Michaud, si vous m'entendez, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'activer votre micro et de poser votre question, s'il vous plaît, en limitant votre question, évidemment, à une question et une sous-question pour permettre à tout le monde de pouvoir intervenir. Donc, si vous voulez activer votre micro, je vois que c'est fait. M. Michaud, on vous écoute.
Bonjour, donc Éric Michaud, je travaille pour le comité Logement Ville-Marie, qui est un membre du quadrilatère de la Miséricorde. Et donc, je tiens dans le premier temps à souligner puis remercier la Ville pour le travail qui a été effectué avec ses partenaires gouvernementaux pour tenter de développer un projet qui respectait le plus possible la vision que les acteurs communautaires ont développé, tout en permettant de rendre le projet viable économiquement. Ça, je pense que c'est un élément important. On est quand même très heureux de voir que la grande majorité des composantes qu'on avait présentées dans le cadre du projet y sont toujours, en tout cas dans la vision qui est projetée là. Maintenant, nous, comme organisme, et moi particulièrement comme représentant de l'organisme impliqué quand même depuis plusieurs années dans le développement de projets dans Ville-Marie, puis notamment dans un autre projet à caractère institutionnel, un autre site institutionnel sur lequel on s'était fait promettre par le maire de Montréal il y a quelques années sur le site de l'hôpital de Montréal pour enfants, pour ne pas le nommer, du logement social, également par le promoteur privé qui s'est porté acquéreur du site en consultation publique, qui nous avait également promis l'inclusion de logement social sur le site. Il y a un dicton en français qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». On a malheureusement subi, dans le cadre de ce procès, on a été impliqué pendant plusieurs années à développer une vision pour ce site-là. Et finalement, en bout de ligne, on a constaté qu'il n'y avait pas de logement social, qu'il n'y aurait pas de logement social dans le projet. Donc, ma question, je comprends que vous voulez que j'arrive à ma question. Parfait, merci. Quels moyens concrets la Ville et ses partenaires gouvernementaux comptent-ils prendre? On nous a parlé d'un appel de manifestation d'intérêt avec des critères précis, mais quels moyens vont être pris par les autorités gouvernementales pour s'assurer, si le site est cédé à un promoteur privé, que le développement va vraiment correspondre à la vision et que tous les partenaires communautaires vont y trouver leur compte. Et n'y aurait-il pas lieu, mais sous question, de scinder le site en différents lots, les lots communautaires étant réservés aux développeurs communautaires, en assurant un interfinancement des différents projets à même la rentabilité du projet privé? Bon, c'est une bonne question, M. Michaud, et je vais la diriger à M. Baudry, qui est prêt à y répondre, je pense. Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Michaud, pour votre participation. Puis je ne parle pas juste de votre participation ce soir, mais tout au long du projet aussi. Vous avez été actif avec le comité logement. Je vous dirais que c'est un contexte qui est complètement de départ complètement différent que celui qui a été mené par l'ancienne administration avec le Children. On est vraiment ici en amont dans une planification, puis ça, c'est important de le dire, là. On a investi énormément de ressources et mobilisé des ressources pour travailler avec les groupes communautaires pour intégrer dans cette vision-là des critères très, très forts. Ces critères-là seront insérés dans cet appel à intérêt-là comme des obligations. En fait, c'est vraiment des orientations fortes qui sont données pour nous assurer que la proposition qui sera déposée reflètera ce qui est présenté. Donc, vraiment, cette planification-là, elle a été faite de façon réaliste, elle est chiffrée, on sait que ça fonctionne, contrairement au Children où ça avait été sans planification, on le sait. Autre chose, c'est qu'on a des outils que les anciennes administrations n'avaient pas. Le règlement pour une métropole mixte en est, par exemple, un qui garantit la présence de logements sociaux. Il y aura aussi, bien évidemment, une entente de développement pour ce site-là, mais on sollicite le marché avec ce projet. Ensuite, vous me parlez de scinder. J'ai bien reçu là, la proposition du quadrilatère. Bien évidemment, comme vous avez vu, la partie sociale abordable est très importante. C'est une des parties les plus importantes du projet. Immanquablement, il faudra qu'il y ait un dépôt de projet conjoint.
Ce n'est pas juste un promoteur qui va les déposer en disant oui, 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 je vais m'organiser avec des groupes communautaires. On souhaite vraiment, et on est quand même assez directif dans le type de groupes qui ont participé. Là, dans la proposition, on nomme beaucoup le quadrilatère. Donc, ça aide à orienter les promoteurs qui seraient intéressés à aller directement s'asseoir avec les partenaires communautaires pour déposer un projet conjoint privé-communautaire. C'est plus rapide, c'est plus efficace. Ça va nous permettre de faire levier au développement. Donc, c'est la proposition et l'orientation qui a été choisie. Mais soyez-en sûrs, là, on va se mettre les straps, les bretelles puis le duct tape pour s'assurer vraiment que l'intégration de cette vision-là soit dans l'appel d'intérêt. Excellent. Merci, M. Baudry. Merci, M. Michaud, également pour votre question. On enchaîne maintenant avec une autre question de Mme Mylène Laoun. Mme Laoun. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va bien, merci. J'ai très peur d'avoir un parc en face de notre rue tranquille et paisible. J'ai habité déjà sur la rue Montcalm où il y avait plein de parcs qui étaient vraiment très sympathiques, mais ce sont des parcs où on ne pouvait pas vraiment profiter des parcs parce que c'était des espaces où les itinérants et les drogués, ils habitaient les parcs. Et puis, si on regarde le parc Émilie-Gamelin, ce n'est pas un parc vraiment très paisible ou agréable. Actuellement, je traverse la rue, je fais attention où je marche parce que ce n'est pas vraiment un endroit paisible. Alors là, de penser que notre belle rue, qui est très tranquille, très paisible, tout à coup… Sur quelle rue, Mme Laoun? Vous êtes sur quelle rue, Mme Laoun? Sur de la Gauchetière. La Gauchetière, OK. Alors, ça me fait vraiment peur de savoir qu'il y a un parc qui va être en face de moi. Je préfère actuellement avoir regardé un vilain stationnement que de voir un parc où les gens vont commencer à faire. Et je sais c'est difficile de gérer tout ça parce que je sais qu'il y a un problème et j'aimerais que ces problèmes se fixent, mais je ne vois pas que c'est une possibilité. Alors, j'aimerais savoir… Qu'est-ce que la ville propose pour éviter qu'il y ait ce genre de scénario? Je vais redonner la parole à M. Baudry. Merci, Mme Laoun, pour votre intervention, votre question. Merci beaucoup, Mme Laoun. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sera un ensemble qui sera complètement habité. Hein. Donc, il y a vous comme voisin qui est sur de la Gauchetière, mais il y aura aussi des voisins qui se donneront directement aussi sur ce parc-là, de l'autre côté, face au parc, qui seront dans le projet. Donc, cette mixité-là d'usage, on parle d'ateliers d'artistes, on parle de logements étudiants, etc., mais ce sera aussi des voisins qui feront une animation dans le parc pour éviter que ce soit… On ne veut pas que ce soit un endroit fermé, on veut vraiment que ce soit un endroit qui soit ouvert. Actuellement, dans le stationnement, on a des problématiques importantes. J'y ai passé à plusieurs reprises aussi. J'ai eu des plaintes de citoyens qui me disaient que le squat était souvent dans le secteur. Il y avait de l'injection, de la toxicomanie, parce qu'il y a des coins pour se cacher ou des raccoins, etc. Là, on veut beaucoup plus l'ouvrir. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'en fait, c'est une je pourrais dire ça, une très bonne nouvelle que dans un projet, dans un secteur densément construit comme Ville-Marie, on a très peu d'espaces verts de disponibles et très peu d'opportunités de créer d'espaces verts. Alors, si on ne prenait pas cette opportunité-là de créer un espace vert, que ce soit là, pour le bénéfice là, des tout-petits, que ce soit pour le bénéfice là, de la contemplation ou juste pour son impact écologique avec la gestion des eaux, je pense qu'on aurait manqué notre coup avec ce type de proposition-là. Donc, ce n'est pas un ensemble qui fera dos à un parc, donc qui fera en sorte que le parc serait un endroit là, pour commettre des incivilités. Ce sera un ensemble qui serait ouvert sur un parc, avec un voisinage aussi ouvert sur un parc. Et on a de très beaux exemples de parcs où on a déjà eu des enjeux psychosociaux importants. Là, je pense au parc Charles Campbell, où il y a un ensemble immobilier de HLM, mais également groupes communautaires qui travaillent avec des populations vulnérables, où le travail justement du voisinage a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est un endroit sécuritaire où il fait bon vivre, où les enfants vont le fréquenter. Donc, comme on le planifie en amont, on peut vraiment le travailler dans ce sens-là avec les partenaires du projet. Excellent. Merci beaucoup, M. Baudry. Merci également, Mme Laoun, pour votre intervention et votre question. Très appréciée. On enchaîne maintenant avec une question de Mme Sylvie Lalonde. Mme Lalonde, la parole est à vous. Vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, moi, j'étais dans le plateau, maintenant je suis dans la Ville-Marie.
Puis j'abonde un petit peu dans le même sens que Mme Lahoun. C'est très difficile de circuler et de vivre en paix. Moi, bon, la ville m'a donné un HLM parce que j'ai été sinistrée par la ville de Montréal. Mais à tout bout de champ, on voit des seringues, on voit des gens qui se piquent. La qualité de vie, moi, je veux dire, il y a 30 ans, je restais dans le centre-sud et c'est pas du tout la même qualité de vie qu'on a actuellement. Et le tissu social se désagrège et je trouve ça bien lamentable. Mais ma question principale, c'est de savoir jusqu'où le gouvernement va être prêt à céder et l'édifice et le terrain, qu'il n'y ait pas une surenchère au niveau de l'immobilier, de sorte que ça va être acheté à un coût abordable, d'une part, parce qu'on voit que les promoteurs immobiliers font toujours de la surenchère et finalement, c'est nous, les citoyens qui payons pour ça parce que, bon, si, admettons, il est vendu à 2 millions, j'ai un exemple, là, ça ne sera pas ça, mais les promoteurs, finalement, ils cèdent à 6-7 millions, bien, c'est nous autres qui payons pour ça, là, ce montant-là d'acquisition de la bâtisse et du terrain. Et maintenant, est-ce qu'il va y avoir des mesures légales à défaut de non-respect? Parce que souvent, c'est ce qui arrive. C'est oui, on va faire du logement social, on est pour la mixité sociale, mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Parce que le condo a pris une prépondérance de sorte qu'il y a de plus en plus d'itinérants. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule ou l'œuf? Mais il faut y voir parce que ça va continuer d'augmenter avec le coût des loyers. Ouais. Ben, merci beaucoup, Mme Lalonde. Je pense que M. Baudry aurait quelque chose à dire là-dessus. Merci pour votre intervention. Oui, tout d'abord, bonjour Mme Lalonde. C'est un plaisir d'avoir de vos nouvelles. On a souvent échangé ensemble par le passé. Bien heureux que vous participez à la rencontre de ce soir. Un projet comme ce soir, c'est vraiment un projet qui va contribuer à requalifier le secteur, vraiment, parce qu'actuellement, c'est un site exceptionnel qui est un peu laissé à l'abandon. L'objectif, vraiment, comme je disais tout à l'heure, on est dans un autre paradigme qu'à l'époque, par exemple, du Children, où ça a été très, très mal mené, où il n'y avait pas de planification, où il n'y avait pas d'outils structurants comme on a aujourd'hui, comme le règlement pour une métropole mixte. Aujourd'hui, vraiment, on arrive avec notre partenaire, qui est le gouvernement du Québec, parce que c'est vraiment un projet, c'est une vision, certes, qui a été développée par le milieu, hein, par le quartier, par des gens du quartier, mais qui a été porté ensuite par la Ville de Montréal et qui a été aussi bien reçu par le gouvernement du Québec. Donc, on est 2 paliers de gouvernement maintenant dans le développement et la planification de ce site-là actuellement. Donc, on a quand même de très bonnes conditions gagnantes. On ne se leurre pas toutefois. Je l'ai dit au début, M. Dismala l'a dit aussi dans son intervention, c'est un bâtiment qui a besoin d'investissement. C'est pour ça qu'on veut faire un partenariat avec le milieu privé parce que ça peut faire levier pour justement là, nous permettre là, d'aller chercher les investissements nécessaires. Et ensuite, ben, en ayant une programmation diverse, par exemple, de logements étudiants, de logements sociaux ou d'ateliers d'artistes, ben, on arrive aussi à aller capter d'autres types de financement en fonction des programmes qui sont dédiés, comme Axélogie, par exemple, pour le logement social. Donc, on se retrouve par cette planification-là, parce que là, on vous a présenté vraiment de façon succincte tout le travail qui a été fait, mais financièrement, ça tient la route. Ça, avec des bons partenaires, avec le travail du gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, on a un projet qui est viable et mixte. Merci beaucoup. Merci, M. Baudry. Merci également, Mme Lalonde, pour votre intervention, votre question. On enchaîne avec M. Lucien Landry. M. Landry, si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît, la parole est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, M. Landry. Allez-y. Bon, merci de votre support. Moi, je parle au nom des milliers d'enfants qui sont nés dans cette institution-là, qui en grande partie sont des orphelins à l'époque de Duplessis. Ma question, est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir un lieu de commémoration pour soulever tout le... Je ne veux pas énumérer toute la souffrance, les doléances des orphelins, leurs demandes, mais qu'on puisse avoir un lieu de recueillement, devoir de mémoire pour ces personnes qui aujourd'hui, en grande partie, sont âgées.
D'ailleurs, j'ai sensibilisé aussi la Ville de Montréal à cet égard-là. Puis on a un projet qu'on va présenter prochainement en collaboration avec les partenaires. Alors, je voulais savoir si si la Ville de Montréal est ouverte pour avoir un lieu de commémoration, de devoir de mémoire. C'est un sujet qui revient souvent ce soir. Ouais. Merci, M. Landry. C'est un sujet qui revient et que c'est une préoccupation tout à fait légitime. Je vais demander à M. Dimala d'y répondre, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup de votre question. Dans le fond, la raison pour laquelle on évoque la valeur patrimoniale, la valeur symbolique de ce site-là, c'est essentiellement pour son histoire et puis pour la charge symbolique que le site représente. Ce qui est clair, c'est que dans l'appel à manifestation d'intérêt qu'on vise à faire avec nos partenaires, il y aura de la place pour des espaces commémoratifs et c'est sûr que les critères qu'on va mettre en place vont permettre, bien sûr, un espace commémoratif. Je vous ai entendu, puis vous évoquez un projet. On vous invite justement à vous associer avec les partenaires pour finalement soumettre votre projet. Et puis, ce qui est clair, c'est que vous aurez la liberté de soumettre votre projet et que les critères seront très ouverts à ce type de projet de type commémoratif. Parfait. Merci, M. Landry, pour votre question, votre intervention. Merci également, M. Dimala. On va prendre une dernière question verbale, puis ensuite on va aller vers les questions. Je vois qu'il y en a à peu près près d'une quarantaine qui ont été posées dans la section Q&A. Certaines se répètent un peu, donc on va faire un petit peu de ménage. Donc, c'est M. Pascal, j'espère que je vais bien prononcer votre nom. Yun, si vous voulez peut-être juste me dire comment on prononce votre nom, oui? C'est Huyn, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, non, c'est pas pire. OK, c'est bon. Bonsoir. Donc, oui, c'est en fait, ça s'alignait avec la question précédente. Donc, je suis content que la personne derrière moi m'a posé une question similaire. Donc, je suis un réalisateur documentaire et je me suis penché beaucoup sur la question. J'ai fait beaucoup de recherches sur la question de ces mères-filles qui ont dû donner leur enfant à l'adoption. Et durant cette période de questions, j'entendais souvent que ça arrivait de manière anecdotique que ces femmes-là étaient aidées par les Mères de la Miséricorde, mais il faut bien souligner que ces enfants-là ont été forcés d'avoir été donnés à l'adoption. Et donc, c'est pour toutes ces mères-là qui ont souffert de ce processus-là. Est-ce qu'il y aura une manière pour elles de les retrouver, de leur aussi leur dire que il y a un processus en ce moment de commémoration et s'assurer qu'elles fassent partie de ce processus-là? Parfait. M. Baudry, je pense que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. On en a déjà parlé ce soir, mais je pense qu'il y a peut-être un complément d'information que vous l'apportez. Oui, on en a parlé. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'on est en amont. Hein. Il y a beaucoup de questions là, qui disent oui, mais on a l'impression que c'est tout canné. Là. On a mis en place les grands éléments qu'on souhaite voir atterrir dans ce projet-là. Mais dans le raffinement, dans le comment, par exemple, pour le devoir de mémoire, ça sera à définir. On n'est pas propriétaire du site. On va recevoir des propositions, mais le volet devoir de mémoire est très, très important pour nous, puis c'est pour ça qu'on l'a inscrit dans la présentation. Après, ce serait un peu présomptueux de ma part d'indiquer vraiment la façon dont ça sera fait, puis comment on retrouvera les gens, mais très certainement, on va vouloir continuer ce dialogue-là avec les partenaires, dont M. Landry là, qui faisait référence aux orphelins du PSI, mais autres partenaires aussi qui nous ont exposé. Là, depuis qu'on travaille sur ce projet-là, j'ai eu de nombreux échanges ou courriels d'associations, de personnes, d'individus qui ont vécu de près ou de loin les histoires entourant la miséricorde, qui nous offrent des idées pour cette commémoration-là. Alors, il y aura très certainement une démarche qui sera mise en place, mais il est trop tôt pour vous expliquer vraiment verbalement aujourd'hui, ce soir, le quoi, le comment. Mais il y aura un devoir de mémoire et très certainement le volet là, des femmes sera souligné. Donc, juste pour rebondir rapidement, c'est où est-ce qu'on peut trouver cet appel? C'est où et quand qu'on pourrait avoir l'information sur cet appel à projet?
Là-dessus, je vais peut-être laisser M. Dimala en discuter sur les échéanciers. Oui, donc merci de votre question. Oui, c'est une question qui touche effectivement là, un peu plus l'échéancier. Donc, actuellement, on est vraiment, on entame la démarche avec le ministère de la Santé en vue de l'appel à manifestation. Donc, l'appel à manifestation en tant que tel n'est pas lancé. On prévoit le lancer au début de l'année 2022 si tout va bien. C'est à ce moment-là que vous pourrez voir l'appel sur le marché et que les projets pourront être soumis. Mais il y a certaines étapes de planification et certaines démarches là, à effectuer avant de lancer cet appel-là. Parfait. Merci, M. Dimala. On va prendre une dernière question parce qu'au moment où je disais que c'était la dernière question, il y avait Mme Marie-France Dauzois qui avait levé la main. Donc, ça va être vraiment la dernière. Puis ensuite, on va se concentrer sur les questions qu'on a reçues dans le module Q&A ou Q&R. Madame Dauzois, la parole est à vous. Dauzois, pardon. C'est pas Madame Dauzois, c'est Normand qui va parler. Vous permettez. On est ensemble. On est quatre qui suivront ça. Je suis étonné de voir que jusqu'à maintenant, on n'a pas mentionné la question dans les questions de la tour. J'arrive pas à voir le bien fondé de cette tour qui arrive et qui possiblement va écraser l'ensemble du projet. Parce que là, je reconnais que le projet du quadrilatère Miséricorde est vraiment présent et je trouve ça très intéressant. Mais tout d'un coup, il y a cette tour de 17 étages. Est-ce que c'est uniquement une façon de rentabiliser l'ensemble du projet? Parce que moi, personnellement, quand je regarde les tours à Montréal, je pense qu'il y a là un problème sérieux. Et dans le quadrilatère donné, je ne vois pas exactement qu'est-ce que vient faire une tour de cette hauteur-là. Parfait. Je pense que M. Dimala, j'espère une réponse pour votre question, votre commentaire. M. Dimala? Oui, donc merci de votre question. Concernant la tour, ce n'est pas seulement un vecteur de rentabilité. Oui, c'est un vecteur de rentabilité et on en a parlé. Le site a un passé, là, un passif un déficit d'entretien qui est extrêmement élevé et la tour va venir un peu là, compenser ou viabiliser le projet et nous permettre de venir implanter une vocation communautaire dans les bâtiments existants. Donc, c'est un moyen qu'on pourrait dire là, pour venir implanter, pour venir finalement réaliser la vision qu'on vous présente dans les bâtiments existants. Concernant la trame, le bâtiment en tant que tel, on a fait des analyses urbanistiques au niveau de la trame urbaine et on se situe, là, vous le savez, sur René Lévesque. À l'ouest, il y a bien sûr la présence du CHUM et à l'est, il y a tout le secteur de la nouvelle maison Radio-Canada qui s'est implantée. Et en face, vous le savez, il y a quand même des bâtiments d'une certaine densité. Donc, on a évalué la hauteur de la tour qui est proposée ici de 65 mètres, soit 17 étages. Et on a déterminé que ça s'arrimait relativement bien dans la trame urbaine et dans le cadre bâti actuel là, sur le boulevard René-Lévesque, compte tenu de la trame urbaine et du voisinage et de la densité qui est existante là, dans ce secteur-là. Parfait. Merci beaucoup, Madame Dauzois, pour votre intervention. Merci également, M. Dimala. On va enchaîner maintenant avec les questions qu'on a reçues dans le module Q&A, Question and Answer ou Question et réponses pour Q&R. Donc, la première question, c'est les pierres de la façade du bâtiment à démolir pourront-elles être réutilisées pour la reconstruction? Et qu'adviendra-t-il de la chapelle, les boiseries et les escaliers? On en a parlé un petit peu ce soir, mais M. Dimala, c'est un complément d'information là-dessus. Oui. Bon, tout d'abord, pour les pierres, là, il faut considérer que c'est assez difficile. Le bâtiment, l'enveloppe est en assez mauvaise condition. Pour être bien franc,
on n'est pas certain que, puis ça, on rentre un peu dans le technique, là, mais on n'est pas certain qu'en enlevant les pierres et en les reconditionnant, si on peut parler ainsi, là, qu'elles vont tenir en place. Souvent, les pierres ont été mal posées, elles ont été posées dans le mauvais sens. Il y a eu de l'infiltration d'eau dans beaucoup de pierres. Les joints ont explosé avec le gel-dégel, de sorte que la qualité là, de la pierre en présence n'est pas tout le temps au rendez-vous. Et il faudra peut-être penser à remplacer la pierre dans certains cas. Donc, avec la pierre grise de Montréal, donc aller chercher probablement là, les pierres dans les carrières là, en question qui produisent encore des pierres grises de Montréal. La deuxième question, M. Tessier, c'était par rapport à... Viendrait-il de la chapelle et les boiseries et les escaliers? Donc, c'est clair que la chapelle, c'est un incontournable au niveau patrimonial et on l'a mentionné dans la présentation, c'est ce qui doit être préservé, là, ce qui peut être préservé au niveau patrimonial doit être préservé au niveau des œuvres d'art, des boiseries qui ont encore de la valeur dans la chapelle. Pour être franc, il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont quand même assez endommagés, mais tout ce qui peut être préservé en termes patrimonial devrait être préservé dans le cadre de la reconversion de ce bâtiment-là qui est quand même une œuvre là, d'un architecte reconnu et qui est assez grandiose là, pour l'avoir visité. Parfait. Question pour vous maintenant, M. Dumala. Quel est l'échéancier justement pour ce projet? On n'en a pas parlé ce soir. Première question. Oui. Est-ce qu'il y a un échéancier pour ce projet-là? Donc, au niveau de l'échéancier, c'est clair, là, l'échéancier, on est encore, comme M. Baudry, là, en amont du projet. On est encore dans les phases de planification stratégique. Donc, on tient à mentionner, puis il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués également. Le gouvernement du Québec est impliqué. Donc, c'est important de mentionner qu'on n'a pas établi d'échéancier très spécifique à cette reconversion-là. On peut imaginer que le projet là, de reconversion est un projet de long terme et que la construction ne débutera pas avant au moins 5-6 ans, si ce n'est pas plus. Donc, c'est quand même un projet de long terme. C'est la meilleure réponse que je peux donner. Parfait. On va poursuivre encore une quinzaine de minutes vers jusqu'à 20h35 à peu près pour les questions. Il y a une question qui a déjà été posée, mais peut-être que la personne n'était pas présente au moment où la question a été posée. Pour M. Baudry, justement, quelle est la stratégie de la Ville pour éviter de répéter le scénario du Children's où un promoteur immobilier avait acquis un grand site hospitalier et n'a pas livré les logements sociaux promis? Et merci beaucoup pour la question. Là, c'est effectivement un traumatisme là, qui est tout à fait justifié. Là, le Children, je pense que ça peut être un contre-exemple d'un manque de planification là, probant de la part d'une administration municipale. Notre administration, justement, dans le cadre de ce dossier-là, puis je vais peut-être un peu me répéter, mais je pense que c'est important de le dire, a mis toute l'énergie et les ressources nécessaires pour bien planifier le développement de ce site-là. Elle ne le fait pas non plus seule, elle le fait avec le propriétaire du site, qui est le gouvernement du Québec, la SQI et le ministère de la Santé. Donc, on a déjà deux éléments qui sont présents. On part aussi d'une prémisse qui est d'un projet bien planifié par la communauté en amont. Hein. On a parlé de la planification du quadrilatère sur de nombreuses années. Donc, on a vraiment beaucoup d'ingrédients. Puis en plus, notre administration a mis en place des outils qui rendent obligatoire l'intégration de certains éléments, dont le logement social par le règlement pour une métropole mixte. Alors, on est dans un tout autre scénario et dans une toute autre volonté d'administration de développer et de bien planifier le développement. Parfait. Merci, M. Baudry, pour ces précisions à nouveau. Question maintenant. Bonjour pour cette présentation. Je me demande qui sera le propriétaire du site lorsque le projet sera construit, le développeur ou la Ville? M. Dumala? Donc, au risque de me répéter, c'est clair que ce qu'on a présenté, là, la Ville ne sera jamais acquéreur de ce site-là, ne sera jamais propriétaire en raison, bien sûr, comme je l'ai évoqué, des coûts importants au niveau de la mise aux normes,
du déficit d'entretien, mais également de l'entretien de ce site-là. Donc, le propriétaire, bien sûr, ce sera le promoteur ou le développeur qui va être sélectionné à l'issue du processus d'appel à manifestation d'intérêt qui aura lieu au courant de l'année prochaine. Merci. Encore une fois, je tiens à vous le répéter, il y a plusieurs questions qui rentrent, mais il y a souvent des questions qui se répètent, donc vous allez comprendre qu'on ne va pas les répéter une deuxième fois. Il y a des fois qu'on les reprend juste pour s'assurer que tout le monde comprenne bien le message. Donc, c'est pour ça qu'il y en a certaines qu'on répète une fois ou deux, mais en général, on essaie de limiter à une seule intervention par thème. Donc, quelles sont les garanties que les espaces parcs du projet seront respectés par les divers promoteurs, M. Dumas? Est-ce qu'on peut avoir cette garantie-là? Oui, ben en fait, au niveau du processus vers lequel on se dirige, ben il y aura bien évidemment, là, c'est pas un feu vert qu'on donne et puis open bar, comme on pourrait dire, aux promoteurs. Il y a des autorisations à aller chercher auprès de l'arrondissement et bien sûr, dans le cadre de ces projets d'une telle nature, il y a des ententes entre l'arrondissement et le promoteur qui prévoient l'aménagement d'espaces verts. Donc, ce sont des paramètres qui sont assez bien balisés lors de demandes d'autorisation auprès de l'arrondissement. Parfait, merci pour cette précision. On enchaîne maintenant avec une autre question. Cette fois-ci, on veut savoir concernant les pieds carrés, en fait. En 2000, on dit, bonsoir, quel est le pourcentage de pieds carrés dédié à chacune des clientèles, puisque cette vision est fortement influencée par un petit groupe d'OBNL? Pourquoi est-ce que l'on n'évaluerait pas seulement les projets en fonction de cette seule vision? M. Baudry, peut-être une question pour vous, ça, en termes de pieds carrés, est-ce qu'on va respecter le pourcentage d'une certaine façon de... Bien, je veux dire que vous l'avez vu là, au départ, là, la proposition là, est fortement teintée comment je dirais ça, d'offres de services publics, là, que ce soit d'ateliers d'artistes, logement étudiant abordable, etc. Tout ça. Ça va être la majorité du projet, c'est clair. Pourquoi? Ben parce que de un, on a des besoins. De deux, on parle aussi d'un site public institutionnel. Donc, pour nous, c'est important aussi que ça soit reflété dans l'offre de services qui sera donnée, parce qu'on parlait du devoir de mémoire, mais il y a aussi le devoir de continuité. Là, comme société, bien, on a investi dans ce bâtiment-là, on l'a maintenu, on y a réinvesti. L'objectif, c'est qu'il reste aussi au public. Et la meilleure façon de nous assurer qu'il reste au public est qu'ils offrent en majorité des propositions là, qui répondent aux besoins du public. Et ce n'est pas une vision d'un petit groupe d'OBNL, là, ça, je tiens à le préciser. C'est la vision et le travail d'une communauté. Donc, c'est un travail de longue haleine, plusieurs partenaires qui ont travaillé avec le milieu, mais pour le milieu, pour répondre aux besoins qui sont exprimés actuellement dans le milieu. On le sait qu'au centre-ville, c'est difficile pour les étudiants de se loger. On sait que les personnes vieillissantes sont plus à risque de tomber dans l'itinérance si on ne leur offre pas des logements adéquats avec service, comme pourrait le faire la Maison du Père. On le sait aussi que les ateliers d'artistes, bien, c'est ce qui fait la vitalité d'une communauté et qu'ils fondent comme peau de chagrin. Donc, cette proposition-là, nous la trouvons équilibrée, cohérente, mais surtout en adéquation avec la nature du site. Parfait, merci M. Baudry. Autre question pour vous, je ne vous garde pas très loin. En 2021, alors que de nombreuses villes développent des projets de cohabitation, pourquoi Montréal propose-t-elle une ségrégation entre les occupants? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque programme est financé, par exemple, par des budgets spécifiques. Puis je vais donner ici le volet de logement social, par exemple. C'est financé par le programme Axélogie. Axélogie a des critères aussi par rapport au développement. Ça doit être un développement qui soit fait de façon individuelle parce que si, par exemple, on intègre du logement étudiant dans une grande tour où il y a du privé, par exemple, bien, tout ce qui est de l'enveloppe du bâtiment doit être pris en charge par les mêmes propriétaires, donc qui sont en partie les groupes communautaires, qui n'ont pas nécessairement le financement nécessaire pour investir peut-être autant
dans la mise en valeur, là, dans le choix des matériaux, par exemple, que pourrait le faire là, du condo privé. Toutefois, c'est quand même assez audacieux comme proposition parce qu'on ne parle pas d'une ségrégation. Vraiment, on va mettre tout le social dans un même coin, puis le privé va avoir les meilleurs espaces. Quand on voit cette répartition-là, on a vraiment une échelle intéressante de privé abordables, donc des gens qui ont nécessairement les moyens, mais qui sont plus de la classe moyenne, et personnes beaucoup plus loin. Mais on veut que dans la façon d'occuper cet espace-là, ça soit aussi une communauté. C'est vraiment une proposition d'avoir un véritable projet mix. Mais encore une fois, ici, c'est une proposition. Hein. On cadre un peu plus les choses, mais il y aura aussi un raffinement qui sera fait. Donc, je pense que ça répond à plusieurs éléments de la question. Absolument, oui, tout à fait. Effectivement, on présente ce soir la vision, là, donc on peut avoir les détails complets. Donc, je vous garde avec moi, M. Baudry, pour la prochaine question également. Comment la Ville peut-elle avoir des budgets et les reins assez solides pour financer un tel projet avec une vocation au BNL et communautaire, ne générant aucun revenu dans la situation au budget déficitaire et aux Montréalais qui sont très taxés? Bien, comme vous voyez, la proposition propose différents types de modèles. Puis le logement social n'est pas financé par la Ville de Montréal. C'est financé par le gouvernement du Québec via le programme Accès Logis. La Ville de Montréal a des financements particuliers, par exemple, pour les ateliers d'artistes. Il y a des modèles qui ont été développés par des groupes communautaires pour du logement abordable aussi, des modèles d'affaires qui permettent le développement de logements étudiants abordables pérennes. À moindre coût. La Ville de Montréal a mis en place un programme pour l'abordabilité pérenne aussi qui permet là, de financer en partie, mais de développer des unités qui n'ont pas un coût sur le fardeau fiscal des Montréalais. Et encore une fois, dans le projet, il y a une proposition de tour privé que ce n'est pas la Ville qui va financer. Donc, dans la majorité du projet de requalification, c'est pour ça qu'on fait un appel d'intérêt parce qu'on va aller chercher des partenaires qui vont arriver avec différentes sommes aussi ou des opportunités de financement dans des programmes qui sont dédiés. Merci, M. Baudry, pour ces compléments d'information. Question maintenant, en fait, qui fait référence à l'article de la presse de ce matin, pour ceux qui l'ont lu. Ce matin, dans le journal de la presse, on parlait d'un bâtiment réservé aux itinérants. Suite aux diverses rencontres précédentes, j'ai compris que l'intention de la Maison du Père était de procurer des logements permanents à une clientèle itinérante de 65 ans et plus, non pas un lieu fréquenté à la nuit. Est-ce que c'est le cas? M. Dimala? Ben, en fait, l'objectif de la Maison du Père, ben, c'est bien dans le fond, de fournir des services à des personnes qui ont été itinérantes dans le passé, qui sont à risque d'itinérance, mais qui ne sont plus considérés comme des itinérants. Donc, c'est un peu ça, là. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est ça vraiment la vocation de la Maison du Père. Je peux donner un commentaire. Oui, M. Baudry, allez-y. Oui, en fait, dans la proposition ici, c'est vraiment du logement permanent pour des gens qui ont aussi passé à travers un continuum de services. C'est l'aboutissement, c'est la réinsertion sociale. On est à l'étape de la réinsertion sociale pour ces personnes-là et c'est fondamental d'offrir une opportunité permanente près des services de santé parce qu'on le sait, la Maison du Père va intervenir sur une clientèle vieillissante. Puis pour bien connaître l'organisme et le travail qu'ils font, s'adjoignent aussi de plus en plus là, avec des partenariats avec la santé où on a des personnes qui sont souvent voient le processus de vieillissement accéléré par la présence dans la rue. Donc, le fait de leur offrir un logement adapté, ben, ça permet de les stabiliser. Mais non, ce n'est pas une offre de refuge de nuit. C'est vraiment de l'offre de logement permanent qui est proposée dans la proposition et non pas des refuges. Ça ne fait pas du tout partie de la proposition. Voilà qui est clair. M. Dimala, je vous garde encore pour une question. On en a quelques autres. On va finir bientôt. Il est presque 20h31. On avait dit qu'on finirait vers 20h35. Est-ce qu'il y aura un concours d'architecture pour ce projet? Est-ce que c'est dans les plans? Concernant un concours d'architecture, dans le cadre de la démarche qui a été initiée avec le gouvernement, ça n'a pas été discuté. Par contre, ça n'a pas été exclu non plus. Donc, on est encore assez en amont. On a développé la vision, mais on n'a pas discuté
discuter là, encore, là, mais ce n'est pas exclu d'aller dans ce sens-là. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Pour l'instant, OK. Il est 20h32, il reste 3 dernières questions, puis ensuite on va passer au mot de la fin. Pourquoi, pour une question pour M. Baudry, pourquoi la vision du projet présenté ce soir ne tient pas compte de la vision de la Ville concernant les besoins en école primaire et secondaire dans Ville-Marie? On travaille sur différentes alternatives là, pour des besoins en école primaire ou secondaire. Par exemple, là, dans la planification là, des sites là, comme Molson ou Radio-Canada pour pouvoir offrir là, des services là, à la population. On travaille aussi dans Peter McGill beaucoup cette orientation-là. Le site s'y prêtait moins. C'est un site quand même là, où il y a une certaine complexité à se développer. Donc, c'est pour cette raison-là que la proposition d'école n'a pas été retenue dans la programmation, mais on a regardé vraiment toutes les propositions possibles. Puis après, il y a aussi toujours des enjeux là, de vraiment mettre les bons usages aux bons endroits. Et comme je disais, là, pour la dimension, le cadre bâti et l'inscription du bâtiment qu'on veut conserver aussi, on était plus là, dans une vocation qui était résidentielle à ce moment-ci. Autre question pour vous, M. Baudry. 60 studios Maison du Père sont-ils suffisants pour loger des itinérants du secteur? En fait, comme je disais, le projet ne va pas régler à lui seul la solution là, de la situation de l'itinérance. Je pense qu'il faut développer partout à Montréal des solutions là, permanentes de logement à bas coût pour les personnes à risque et pour les personnes en situation d'itinérance. Toutefois, sa localisation, là, qui est de l'autre côté de la rue où se trouve la Maison du Père, permet un continuum de service avec la Maison du Père pour s'assurer que le travail qui est fait par les gens qui passent à travers la Maison du Père puisse aboutir à une réinsertion réussite. Donc, il faut continuer à développer du logement social pour des populations vulnérables. Il faut le faire partout sur le territoire montréalais. C'est important parce qu'on ne veut pas non plus que les gens se sentent exclus, par exemple, des secteurs, des milieux de vie dans lesquels ils sont. Pour avoir travaillé moi-même dans le milieu, j'ai vu souvent des personnes qui quittaient, par exemple, des logements dans l'est de Montréal et se retrouvaient au centre-ville en situation d'itinérance. Donc, l'objectif, c'est vraiment partout en ville de développer ce type de solution-là. On le fait beaucoup en partenariat dernièrement, vous avez peut-être vu avec le gouvernement fédéral, dont l'ICRL. Alors, les initiatives mises en place par notre administration, par les différents paliers de gouvernement, seront des solutions. Ça fait partie. C'est un élément d'un plus grand plan pour mettre fin à l'itinérance. Excellent. Merci, M. Baudry, pour ces précisions. Dernière question maintenant. Il est 20h35. On avait dit qu'on voulait finir vers 20h35, donc on y arrive presque. Question pour M. Dimala. À combien s'élèvent justement les coûts de ce projet-là? Ça va coûter combien? Est-ce qu'on a une idée du montant? Oui, donc on a évalué les coûts, là, bien sûr, à haut niveau. C'est une évaluation assez macroscopique des coûts. On parle d'un coût d'environ 300 millions de dollars, là, plus ou moins 300 millions de dollars. Ça inclut bien sûr la construction de la nouvelle tour, la nouvelle densité. Également, ça inclut toute finalement là, combler le déficit d'entretien, donc la réhabilitation du site, la mise aux normes parasismiques de la structure également, certaines décontaminations aussi. Et ça inclut bien sûr la reconversion du bâtiment en usage qu'on vous a présenté. Donc, finalement, là, c'est le projet clé en main là, qu'on vous présente là, d'une valeur d'environ 300 millions de dollars. Ah ben, merci beaucoup, M. Dimala, pour ces précisions. Bien apprécié. Bien apprécié également. Merci à vous, tout le monde, pour vos questions ce soir. Vraiment, comme on le voit, il y a des préoccupations tout à fait légitimes qui sont certainement prises en compte dans les prochaines étapes, parce que ce soir, on présentait la vision. Et pour justement vous faire le mot de la fin, j'invite M. Robert Baudry, justement, pour qui ce projet-là tient à cœur. Alors, M. Baudry, je vous souhaite le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Tessier. Tout d'abord, vous remercier encore une fois là, pour l'animation qui a été faite là, de façon magistrale. Je tiens à remercier les équipes, M. Dimala, M. Laroche, Mme Coulombe, Murray, qui ont travaillé aussi d'arrache-pied à ce projet. Vraiment, je pense qu'on ne le souligne pas assez, mais à la Ville de Montréal, on peut se compter chanceux d'avoir une fonction publique si engagée, si
moi je dirais ça, qui est prête à voir les choses un peu en dehors de la boîte parce que vraiment, on se retrouve ici avec un projet qui est en dehors de la boîte, qui est un développement qui est complexe, mais on n'a pas senti de résistance, mais plutôt on a senti qu'on mettait nos équipes au défi et ont voulu relever le défi. Alors, je tiens vraiment ce soir à les remercier pour leur travail, mais surtout leur générosité aussi d'avoir partagé l'expertise qu'ils ont développée et les connaissances qu'ils ont développées autour du projet. J'ai également remercié les citoyennes, citoyens qui ont participé à la soirée de ce soir, qui nous ont offert aussi de leur temps, qui nous ont partagé leurs questions, les groupes et associations qui travaillent depuis des années à ce projet-là. Je disais ça d'entrée de jeu, ça me faisait vraiment chaud au cœur de voir qu'on arrivait à une nouvelle étape, une étape concrète. J'ai remercié le gouvernement du Québec aussi qui a fait confiance à la Ville de Montréal et qui continue à faire confiance à la Ville de Montréal dans le cadre de ce projet-là, avec qui on continue de travailler pour la suite des choses. On voit vraiment que quand les synergies se mettent ensemble, il y a de belles choses qui peuvent arriver pour le bien collectif. Et c'est vraiment notre mission première comme palier de gouvernement, autant local que provincial, d'offrir à la population des réponses à leurs besoins, à leurs questions. Écoutez, je comprends que ce dossier-là est complexe, qu'on n'a pas répondu peut-être à toutes les questions ce soir. On va continuer à le faire. C'est un début de concept. Mais en fait, c'est une continuité parce que la conversation avait été commencée il y a plusieurs années, mais un peu plus large sur l'avenir de ce projet-là qu'on veut entamer avec vous tous ce soir. Merci d'y être. La présentation de ce soir sera diffusée pendant un mois sur YouTube. On s'assurera de vous faire parvenir le lien pour que vous puissiez avoir accès à la vidéo si vous aviez des questions complémentaires ou si vous vouliez peut-être préciser certains éléments. Donc, ce sera disponible. Alors, encore une fois, au nom de la mairesse de Montréal, en mon nom personnel, je vous souhaite une excellente soirée et merci d'avoir participé à l'événement de ce soir. Merci beaucoup, M. Baudry. Merci à l'ensemble des participants. M. Dumoulin encore également pour sa présentation, mais également sa disponibilité. M. Laroche qui a contribué également à la préparation du contenu. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres ce soir. Ça tombait bien, il n'y avait pas de hockey ce soir. Donc, on était content de vous avoir avec nous. Et tant qu'à moi, vous allez recevoir probablement un sondage au cours des prochains jours là, concernant la soirée de ce soir. Comme on l'a dit, c'est le dialogue qui se poursuit et ce soir, c'était notre étape de ce dialogue-là. Donc, merci beaucoup tout le monde et on continue surtout de se protéger contre ce fichu virus. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.